le livre d'Anaïs est en fait pas véritablement une fiction, c'est l'histoire réécrite de sa grand-mère, qui était elle-même une artiste et une grande rebelle des années 30 et 40. Voilà, Lenny. Hello, thanks everyone for coming. I think it's very, very fitting that you began with that quote, because I agree with Vivian that, like, you know, commonplace then and frankly now for a lot of different groups of people to be both seen and treated as less than human, depending on race, on gender, sexuality, ability, and we still live in that world. And as horrifying as it is to hear the words of this minister, I'm thinking of the ways in which that way of thinking is still affecting us. Merci. Donc je trouve que ça tombe très bien que vous ayez commencé par cette fameuse citation, parce qu'il était courant à l'époque et il est toujours courant aujourd'hui que certaines personnes ne soient pas, certains groupes de personnes ne soient pas vus comme des personnes, soient vus comme sous-humains, quelle que soit la raison, que ce soit pour des raisons de race, de genre, de sexualité ou d'handicap, et ce à travers le monde entier. Donc ça fait un effet d'horreur d'entendre ce genre de mots dans la bouche d'un Premier ministre, mais il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme ça aujourd'hui. And if I may add one quick thing, one of the reasons I'm so happy and honored to be on a stage with Vivian Gornick, this is one of the writers in my life who, for me as a young reader, the way I came to know that I am a full person and an agent of my own destiny and an intellectual, cerebral person as well as a body was reading mostly women writers, and you were one of them, and I want to just thank you so much. Thank you, I'm proud to hear that. Makes me proud. Juste rapidement pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, donc une des raisons pour lesquelles c'est un grand honneur d'être ici auprès de Madame Gornac, c'est qu'à travers la lecture d'auteurs féminines, j'ai pu me rendre compte en tant que jeune lectrice que je n'étais pas seulement un corps, mais que j'étais également un intellect et un cerveau. Gianni, vous voudriez ajouter quelque chose? Bonjour. So what I kind of get from that passage leads me to the idea of women as property. You know, women as possessions, like a piece of land or an ornament. I read a lot of 19th century fiction, and it strikes me how much power husbands had over their wives, and how a woman transferred from being the property of her father to the property of her husband. I'm reading Phineas Finn by Anthony Trollope, and let me know when I should stop. And one of the characters wants to flee her husband, which is illegal. She must live with her husband if he wants her to. And the only recourse she has is for her father and brother to intervene for her. She doesn't have any agency for herself. And it reminds me of when I was young. I was about 8 and the radio was on. And there was a debate about marital rape and should that be made illegal. And my 8-year-old self thought, well, once you get married, you know, your husband has the right to do that whenever he wants. You know, it just didn't even occur to me until later what a depressing response that was for me to have. I think in a lot of senses we are still viewed as property around the world and also in our home countries. And it hasn't gone away completely. Alors, ce qui me frappe dans ce passage, c'est que les femmes sont considérées comme une propriété, une possession, comme
comme on pourrait l'être une terre ou un élément de décoration. Et je lis beaucoup de fiction du 19e siècle et je suis très frappée par dans ce qui apparaît dans ces fictions, c'est le pouvoir qui est exercé par les maris sur leurs épouses, par le mari sur l'épouse. Et je suis frappée par le destin des femmes qui, de propriété de leur père, deviennent propriété de leur mari. Et notamment dans Trollope, chez Trollope, il y a un personnage de femme qui veut fuir l'emprise de son mari et c'est illégal. Et son seul recours, c'est c'est de faire intervenir son père ou son frère. Il ne peut pas légalement quitter son mari sans encourir de poursuites. Et quand j'avais 8 ans, il y avait un débat autour de la question du viol dans le cadre des liens conjugaux. Est-ce que le viol marital est considéré comme un viol ou pas, justement? Et à l'époque, je n'arrivais pas du tout à comprendre d'où venait cette question, comment on pouvait considérer ça comme illégal. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris vraiment la profondeur de cette question. Et je considère qu'aujourd'hui, on est encore vu, nous, et encore, on vit encore les femmes comme des propriétés, pas seulement dans mon pays, mais un peu partout dans le monde, et que cette emprise n'a pas disparu. Nous avons donc, ça a été remarqué, la chance d'avoir parmi nous Vivienne Gornick, qui est véritablement une icône du féminisme. Elle est à la fois journaliste, écrivain, professeur, critique littéraire. Elle a été féministe radicale et elle a écrit plusieurs essais sur le féminisme. C'est quelqu'un qui est véritablement une référence aux États-Unis. Et je voulais lui demander, elle est décrite comme une féministe radicale dans les années 60-70. Ça voulait dire quoi, être féministe radicale dans les années 60-70 aux États-Unis? To be called a radical feminist. Yes, I describe myself as a radical feminist. And for the most part, the second wave of American feminism in the 70s and 80s was radical in the sense that for the first time in a very long time, the struggle for women's rights began to be seen in a very large philosophical, almost existential way. Those of us who saw women's rights as an example of an ancient struggle for human rights called ourselves radicals because we were not just in it for equal pay for equal work. Donc effectivement, je me suis décrit moi-même et je me décris encore moi-même comme féministe radicale dans la mesure où j'ai fait partie de la deuxième vague du féminisme dans les années 70-80 et ce qui était considéré comme radical et sans doute pour la première fois, c'est que la lutte pour le droit des femmes était vue comme une philosophie plus large. Okay. Et donc vraiment générale, qui en plus entrait dans le contexte d'une lutte plus générale pour les droits humains, et donc on se limitait pas, enfin ceux qui ne se limitaient pas à juste demander l'égalité des salaires ou des choses comme ça, se considéraient et étaient considérés comme radicaux. Okay, part two. There's another thing I want to say about radical feminism. Most of us in the 1970s and 80s, we came out of what was then called the New Left, something you're all familiar with. It was all over the world from 68 on. And most of the women who were founding mothers of the second wave of American feminism came directly out of the New Left. When we, as women, began to open, and almost all the men in the New Left were as sexist as anyone anywhere else, more, if possible. So that when women in the New Left began to see that they were treated as servants and children, right? Go get the coffee, or you can open your mouth next meeting, but not this meeting. That was the history out of which emerged the first cries for equality. And almost inevitably, we were told, yes, we see your point, but to concentrate on women's rights now is to be divisive, right? Is to be divisive. Well, I'm going to finish it, and then you keep writing. Yeah. This, as it turned out, had a very old history.
It went back to the French Revolution. Mary Wollstonecraft was the first modern feminist. In 1796, she wrote The Vindication of the Rights of Woman, and that grew directly out of Vindication of the Rights of Man, which came from the French Revolution. But when she opened her mouth, everyone said divisive. 50 years later in America, the suffragists who became so famous, Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, these were women who started in the abolitionist movement, in the movement to free the slaves. This was their great cause. This was their great devotion. This was their religious pilgrimage. But what made Elizabeth Cady Stanton a radical feminist is that when the abolitionists said to her, "This is divisive," she said, "We will go our own way." In other words, she said, and then when they were asked also to stand back while black men were given the right to vote and were told again this was divisive, she said, either we all go through the door or nobody goes through the door. I don't know. So when they said that, they began radical feminism. That's what radical feminism meant, that we would give no quarter, that we would not accommodate any longer to all the ways in which women had always been told, it's not your moment, step back, there are more important issues. All my life as a young feminist, I kept hearing, there are more important issues. If we had not said there is no more important issue, we would not be here today. Donc il y a quelque chose que je souhaite ajouter à cela, c'est sur l'origine un peu du féminisme radical. Moi, comme énormément de femmes de mon époque contemporaine, on est issu du mouvement de la New Left, Nouvelle Gauche, donc ces mouvements qui sont présents aux États-Unis, mais aussi en Europe et partout dans le monde à partir des années 60 et particulièrement 1968. Et que ces femmes, je fais partie de femmes qui étions donc des sortes de fondatrices de ce New Left, mais que, en tant que femmes, ce qu'on a vu dans ces mouvements de gauche, c'est que les hommes de gauche et les hommes membres de ces mouvements étaient sexistes et parfois encore plus sexistes que les autres, et qu'on s'est vu être traités comme des servantes ou des enfants. On nous disait que c'était pas encore notre tour de parler. Et donc ça a fait émerger une sorte de cri très fort pour demander l'égalité. Et donc, ah oui. Et à chaque fois qu'on essayait de faire passer ces revendications, on nous disait qu'on créait de la division. Et en fait, ça c'est quelque chose qui remonte à très loin, c'est-à-dire même la Révolution française, où quand les femmes ont commencé à dire « Ah ok, très bien, il y a eu les droits de l'homme, mais que se passe-t-il pour les droits de la femme ?» on leur a dit à cette époque « Arrêtez de créer de la division ». Ça a été de la même chose pour les suffragettes, qui étaient toutes membres des mouvements abolitionnistes pour libérer les esclaves. Et c'est en ça que naît un petit peu le féminisme radical. C'est un moment, une volonté pour ces femmes de mener leur propre combat, puisque on leur demandait juste de prendre une position plus en recul, et que, par exemple, on a offert le droit de vote aux hommes noirs avant de l'offrir aux femmes. Et ces femmes ont affirmé, ben non, il faut que ce soit tout le monde en même temps ou personne. Et on ne reculera plus. Et on ne sera plus gentil. Et on ne voudra plus qu'on nous dise toujours « ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton moment ». Il y a des problématiques plus importantes. Et s'il te plaît, reste un petit peu en arrière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu pendant toute ma jeunesse dans les mouvements féministes. Et je pense que on ne peut plus attendre. Bravo. Bravo.
Oui, je dois dire que ce que dit Viviane tout de suite me rappelle certains souvenirs. J'étais bien jeune en mai 68, j'avais 14 ans, mais même à 14 ans, je me rendais bien compte que les filles, on les envoyait à la photocopieuse. Tandis que ces messieurs étaient à la tribune. En même temps, voilà, nous parlons de l'Amérique des années 1970, et là c'est à Lenny que j'aimerais m'adresser. Dans votre livre, vous situez votre roman dans un futur quasi immédiat, où sont remis en cause plus que gravement, d'une part l'avortement, et à l'autre bout, de l'autre côté, la procréation médicalement assistée. Bon, dans les années 70, c'était la lutte pour rendre l'avortement légal. Est-ce que vous pouvez expliquer à un public français qui ne comprend pas pourquoi la loi ayant été votée du droit à l'avortement, pourquoi aux États-Unis cette loi donne-t-elle l'impression d'être en permanence remise en cause? En France, la loi qui a rendu l'avortement légal a été votée en 1975. Certes, il y avait et il y a toujours des opposants à l'avortement, mais personne, sérieusement, ne remet en cause la loi Veil. Or, Roe v. Wade, c'est 1973. Expliquez comment ça fonctionne aux États-Unis et pourquoi, du coup, on a le sentiment que c'est toujours remis en cause. Vous pouvez nous le dire? Le public français ne sait pas comment fonctionnent les lois aux États-Unis. I was born 5 months before Roe v. Wade decision came down. So for my entire life, or most of my life, I took it as passed as well, as a given, as something that had been fought for, but was settled now. And oh, how wrong I was. Je suis née 5 mois avant le passage de la loi Roe v. Wade, qui a donc légalisé le droit à l'avortement aux États-Unis. Et pendant une grande partie de ma vie, je pensais que c'était acquis, immuable, c'est bon, c'est réglé. Et pourtant, je me suis rendu compte effectivement que j'avais bien tort. In 2010, when I started doing research, writing my book Les Œufs Rouges, I was doing research about fertility treatments because that was something I was going through myself, is infertility. What I started to see was something called the personhood movement. And this was something I found on websites and sort of comments on NewYorkTimes.com, CNN, and I started to get really alarmed and afraid. The personhood movement, which is supported by our vice president, one of the highest-ranking members of our Congress, grants the rights of life, liberty, property, and happiness to a fertilized egg at the moment of conception. En 2010, lorsque j'ai commencé à faire des recherches pour mon livre que j'ai écrit aujourd'hui, je faisais également des recherches au sujet des traitements pour la fertilité, parce que c'est une problématique que j'avais rencontrée moi-même dans ma propre vie privée. Et j'ai découvert ce mouvement qui accordait le droit, le statut de personne. J'ai vu ça sur des sites web, sur le New York Times, sur CNN, etc. Et ça m'a vraiment effrayée. Et ce mouvement donnant le statut de personne est aujourd'hui soutenu par le vice-président américain, donc Mike Pence, et certains membres du Congrès américain. Et il vise à donner les droits fondamentaux d'une personne, le droit à la propriété, le droit à la vie, etc., à un simple embryon qui vient tout juste de s'implanter. And connecting that idea that there's a single-celled zygote having the status of a full citizen, when we began with this quote that a human, half of the human beings are actually not full citizens, my mind can't, I don't know how to process that, and out of that,
shock and fear, and starting to research this for my book, which it's a big part of my book. There's a huge element of evangelical Christianity tied into this movement, and the notion that someone's religious beliefs can, decide for everyone else what's going to happen. But it's not just Christianity. It's men. It's men saying, we have decided this, and we are going to rule your body, much like Jenny brought up the notion of a woman's body as a territory, as an owned object, as a property. And I think that logic is everywhere in our politics today. Et cette idée qu'un embryon, qu'un zygote qui n'est composé que d'une seule cellule, soit l'équivalent et l'égal d'un citoyen à part entière, ça me rappelle la citation sur laquelle on a ouvert le débat, où les femmes ne sont pas considérées comme des personnes, ne sont pas considérées comme des citoyens. Et ça me dépasse complètement, je ne sais pas comment gérer ce genre d'informations. La peur et le choc que j'ai ressenti en lisant ces théories me rappelle que le christianisme évangéliste qu'il y a aux États-Unis est très lié à cela, et il y a cette notion que les croyances religieuses d'une ou de quelques personnes permettent de décider pour les autres citoyens. Donc ce ne sont pas seulement les chrétiens évangélistes, mais c'est une question d'hommes. Les hommes ont décidé, ils disent, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère le corps des femmes. Les femmes ne sont qu'une propriété. Et c'est une logique qui est pernicieuse et qui est omniprésente. Oui, donc pour expliciter, évidemment, si le zygote de 2 cellules est un citoyen qui a des droits, forcément, le supprimer veut dire supprimer une vie, et c'est donc forcément, logiquement, un meurtre. D'où remise en cause de l'avortement, bien entendu. Je voulais juste simplement faire un tout petit point d'explication. Il se trouve que la loi qui détermine la légalité de l'avortement aux États-Unis n'est pas une loi qui a été votée par les 2 chambres du Congrès. C'est un arrêté de la Cour suprême, c'est-à-dire une décision prise par les 9 juges de la Cour suprême. Il y a donc 2 manières de faire des lois aux États-Unis. Un système consiste à passer par l'Assemblée, et le Congrès, les 2 chambres de l'Assemblée. L'autre système, c'est quand, puisque la Cour suprême, comme son nom l'indique, est la Cour d'appel suprême, lorsque une dispute sur un sujet quelconque vient à l'attention de la Cour suprême des États-Unis, ils prennent une décision, un arrêté, et cet arrêté a force de loi. Donc Roe v. Wade, c'est un procès qui a eu lieu, sur laquelle la Cour suprême s'est déterminée en 1973, et la conclusion de la Cour suprême a été que, en effet, l'avortement était légal. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, l'avortement était légal. Simplement, lorsqu'un arrêté a été pris par la Cour suprême, cet arrêté peut immédiatement, enfin pas immédiatement, mais quelque temps plus tard être remis en cause par un autre arrêté de la Cour suprême, composé éventuellement de juges différents, de juges plus ou moins conservateurs. C'est ce qui s'est passé pour la peine de mort. Pendant 7 ans, il n'y avait pas de peine de mort aux États-Unis. Et puis une autre Cour suprême a décidé que ça n'était pas une affaire fédérale, mais une affaire de chaque État. Et du jour au lendemain, 38 États ont rétabli la peine de mort. Donc voilà, il y a des grands sujets comme ça qui peuvent constamment être remis sur le tapis parce qu'ils sont liés à des arrêtés de la Cour suprême. D'où l'importance que prennent dans les journaux américains, on le comprend mal chez nous, on suit relativement peu ça, mais la nomination d'un juge à la Cour suprême, c'est une énorme affaire. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'il y a un scandale en train de se mener en ce moment aux États-Unis par rapport à la nomination éventuelle d'un nouveau juge, justement. On en parlera plus tard. Mais je voudrais maintenant qu'on continue sur ce que disait Lenny et demander à Jenny en particulier si elle pouvait approfondir ce qu'on était en train de dire sur la religion. Viviane, vous voudriez intervenir? Je vous en prie. S'il vous plaît. Oui, oui. About whatever, if you want to intervene. I do. I want to say one thing about abortion, which is an extremely complicated issue in the United States, and I presume everywhere in the world, really.
Okay, it is immensely complicated. I just want to say this, to put it in some perspective. When the radical feminists of the 1840s and 50s, Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony, when that generation began, they were a remarkably philosophical and existentially minded generation. They saw things, and when I became a young feminist, I looked back to them to echo my own thoughts, all right? So they saw things in a big way and wanted women's rights to stand for many, many things in the struggle for women's rights. And they lived their lives this way. They were on the road for 50 years with this kind of thing. As they made very little progress, the movement began to trickle down. It began to lose its power. It began to lose, as I have seen it. You know, ours was a generation of tremendous activism, and then things began to die down. When their largeness of mind began to die down and the activism began to fade, it came down to a single issue, and the issue was suffrage. It took 60 years to get the vote. 3 generations of women in America fought for the vote. I have watched my own generation's radicalness come down to abortion. It is the great issue with which we will struggle, and certainly throughout my lifetime. I hope not theirs. But suffrage was seen as unnatural for women as abortion is now for us. These are primitive issues. Abortion touches the most primitive of all issues. And that conviction on the parts of the Christian right in my own country, in our country, is deeply felt. It's impossible to make clear how emotional this issue is. So it's an incredible struggle, and it goes back and forth, and indeed, the courts in America, the American courts, the American Congress, the whole system is able to keep this thing juggling in the air practically forever. And nothing will change. The courts are really not what's responsible. The courts respond to the way a society actually feels at any given moment. When the moment will change, when most Americans will really see the right of abortion, it will change, is my conviction. But in my own lifetime, I've been amazed, just as you were, when you thought it was all a done deal. So have I, 50 times over. I mean, we thought with Roe v. Wade it was all over. And it's been the shock of our lives to see that it's not. But that since it is a primitive issue, it touches on everything else, and it makes everyone on both sides, unfortunately, thoughtful. They have their arguments, we have ours. But I don't believe that the courts are responsible, right? Mm-hmm. It's shared sensibility. Don't you agree? I totally when agree. When that changes, that will be the force that will change the law. Just gotta say. Donc, j'aimerais intervenir sur le sujet de le sujet de l'avortement, donc qui est très 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 compliqué. C'est vrai que moi, ce que j'ai vu et le contexte dans lequel j'ai grandi, c'est celui des féministes des années 40, 50, qui étaient des femmes qui avaient une vision très très philosophique, existentielle des sujets. Ça a été une grande grande inspiration pour moi et pour leur combat pour les droits de la femme. Et ce que j'ai vu et ce dont j'ai été témoin et dont on continue à être témoin, c'est qu'il y a parfois une immense force qui est mise en œuvre, beaucoup d'activisme, mais très peu de progrès. Et en fait, au final, les choses se rétrécissent, meurent un petit peu. Donc, par exemple, pour la génération précédente, leur grand combat, c'était celui du droit de vote des femmes. Et c'est vrai que toute leur pensée a été un moment concentrée autour de cette question. Et c'est la même chose, en fait, pour l'avortement. C'est-à-dire qu'on pourrait presque, aujourd'hui, résumer les combats pour les droits des femmes autour de l'avortement, parce que c'est un énorme sujet, parce que ça touche sans doute à quelque chose d'assez primitif.
et que en fait, tout comme le droit de vote, l'avortement est considéré comme non naturel pour les femmes. Et il y a donc, aux États-Unis en tout cas, une droite chrétienne qui est très 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 mobilisée sur ces questions. C'est extrêmement émotionnel, ils ont des positions extrêmement fermes et très profondes. Et donc, bien sûr, il y a la question du système, des cours de justice, de la Cour suprême, etc. Et que le système américain fait que on nous garde toujours ça un peu suspendu au-dessus de la tête, mais que la façon dont ce problème pourrait être réglé, c'est si vraiment le sentiment global de la société change, s'il y a un vrai changement dans la morale, quelque chose comme ça, et que c'est réellement comme ça que le sujet pourra être réglé. Et moi-même, je suis surprise que ça reste toujours autant un sujet. Je veux dire, ça a été un sujet pour moi toute ma vie, et sans doute jusqu'à ma mort, ça le restera. Et donc, effectivement, tout comme Lénie, je suis toujours choquée qu'en fait, ce problème ne soit toujours pas réglé. Mais les arguments sont tellement ancrés des deux côtés que, en fait, le système judiciaire et légal ne fera pas réellement changer ça tant que les sensibilités n'auront pas progressé sur la question. On est évidemment forcément d'accord avec ce que vient de dire Viviane, bien sûr. Et je rebondis un peu sur ce que disait Lénie, et d'ailleurs aussi Viviane quand elle parlait des évangéliques et des chrétiens, et donc le rôle de la religion dans l'appréciation du rôle de la femme, et donc que font les groupes de lutte pour les droits des femmes par rapport à la religion. Et c'est là que je voulais m'adresser à Gianni, puisque dans son livre, dans la dystopie absolument qui fait froid dans le dos qu'elle a écrite, beaucoup tourne autour de, bon, on dirait certainement un système sectaire, mais au fond un système religieux qui a établi une hiérarchie et des mœurs qui, évidemment, ne sont pas à l'avantage des femmes. J'aurais voulu l'entendre sur la religion dans la lutte des femmes. Le rôle de la religion et comment on peut lutter. So, America is very strange about religion. Most other developed nations that I travel to, you don't find this very almost savage clinging to religion as a way to define yourself. I think if you look through history, people have used God and religion and hell to justify whatever they wanted to do. Prejudice, slavery, women needing to follow certain prescribed roles, children needing to follow certain prescribed roles. And you point back to religion and you say, this is why. This is what God wants. You don't want to go to hell. Do you want me to stop so you can turn? And what I do see is Christian, Jewish, Muslim women from other religions who have reclaimed what they see as the positive, the helpful ideas of their religion, and saying, look, our original texts came from God knows how many years ago. Life was very different then. We can still keep in touch with our religious roots and evolve. What I find very interesting about the US is there are a lot of cults. And some of them are more famous than others. I think the most well-known contemporary example would be Scientology, which I don't think could happen anywhere else in the world. And I just, it's so foreign to me that I find it fascinating.
even while I feel so angry at the exploitation involved in these cult settings. Les États-Unis ont toujours eu une position étrange, bizarre par rapport à la religion, et je n'ai retrouvé ça dans aucun autre des pays occidentaux que j'ai visités, où je n'ai pas trouvé cette espèce de pulsion sauvage de se définir soi-même par rapport à la religion. Et je suis frappée par le fait que Dieu, la peur de l'enfer, tous ces concepts soient utilisés pour justifier toutes les actions qui étaient entreprises par les hommes notamment, donc l'esclavage, les rôles contraignants attribués aux femmes, aux enfants. La justification étant, c'est ce que veut Dieu, si vous ne voulez pas aller en enfer, faites ce qu'on vous dit. Mais je suis frappée aussi par le fait que des groupes chrétiens, des groupes juifs, musulmans, des groupes de femmes sont en train de récupérer les idées positives qui sont derrière les textes originaux, les textes fondateurs des religions, pour dire nos textes remontent très loin, ils décrivent des temps très anciens, ça a évolué, et maintenant il faut les comprendre autrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aux États-Unis, on a énormément de sectes, dont certaines sont plus célèbres que d'autres, et là je pense à la scientologie, qu'on retrouve nulle part ailleurs, et qui est donc un exemple typiquement américain. Et c'est tellement étrange et inconcevable pour moi que je trouve ça fascinant, même si ça suscite chez moi une très grosse colère quant à l'exploitation que ça représente des individus impliqués. I've read a lot about American cults, and it's always men. It's always a man leading the cult. God is always a man. I've never seen a cult where power was handed to women. And I have researched cults where children were horribly treated. David Miscavige's niece, Jenna Miscavige, wrote a book about her childhood in Scientology. And she spent most of her childhood doing hard physical labor for hours. She never went to school. I feel like there are a lot of major religions where there is evolution and there are women leaders and people are using it as a positive force in their life. Cults don't evolve. They don't start to share power. They don't start considering how can we empower children to make choices that guide their lives. And I find it both fascinating and terrifying. I was recently contacted by a young woman who had fled a cult and is racked with guilt because she had to leave some of her family members behind who wouldn't go with her. And she said, there's a lot of differences between the cult that I grew up in and the cult that you wrote about, but there's so many similarities. And I think people read my book and think, oh, that could never happen. But it has. May I just... Oh, I'm sorry. J'ai beaucoup lu au sujet des sectes, et ce qui m'a frappé, c'est que c'est toujours un homme qui mène une secte. Dieu est toujours représenté par un homme ou une puissance masculine. Et je n'ai jamais vu d'exemple de secte où le pouvoir soit donné aux femmes, ou bien où le pouvoir où la direction de cette secte soit faite par une femme. Et dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu beaucoup de choses, notamment sur la situation des enfants dans ces sectes. Et il y a un texte de la nièce de David Miscavige qui a été qui a grandi dans la scientologie, et elle décrit une vie de labeur physique épuisant, où elle n'est pas allée à l'école, où elle n'a reçu aucune éducation, aucune forme de culture. Et heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont
prêts à voir le pouvoir féminin comme quelque chose de positif, comme une force pour aller de l'avant. Mais il faut savoir que les sectes n'évoluent pas, ne changent pas. Jamais dans les sectes on ne voit la moindre tendance à rendre leur pouvoir aux enfants et à leur redonner la possibilité de décider de leur vie et de leurs décisions. Donc je trouve ça à la fois fascinant, vraiment pour l'esprit, et horrible. Et j'ai récemment été contactée par une jeune femme qui avait quitté une secte en laissant une partie de sa famille derrière elle, qui ne voulait pas la suivre, et qui me disait qu'il y avait bien sûr des différences entre ce qu'elle avait vécu, elle, dans cette secte, et ce qui était décrit dans mon livre, mais qu'il y avait aussi beaucoup de points communs, et que c'était ça qui était assez effrayant. Go ahead, Lenny. Just a quick addition to what Jenny was saying about cults. There's a really powerful novel by a Canadian writer, Miriam Taves, about a real-life Mennonite colony in Bolivia, where very recently, in 2005 to 2009, the women of the colony were drugged and raped by a group of the men. And these were women who had not been taught how to read and write based on the laws of the colony. And the novel is about the women deciding what to do. It's a true story. Donc pour rebondir ce que disait Jenny au sujet des sectes, il y a un roman très émouvant par l'auteure canadienne Miriam Taves au sujet d'une colonie ménonite qui était établie en Bolivie. Et c'est très récent, de 2005 à 2009, il a été découvert que les femmes de cette colonie ont été droguées et puis violées par plusieurs hommes de leur propre colonie. Et bien entendu, ces femmes, en accord avec les croyances de cette secte, n'avaient reçu aucune éducation, n'avaient pas le droit d'apprendre à lire ni à écrire. Et le roman tourne autour de la question de ce que vont décider ces femmes, quoi faire après cela. On va peut-être passer à des choses que Vivienne avait mentionnées comme n'étant pas exclusives aux revendications des féministes radicales, mais qui néanmoins sont des choses qui ont leur importance. Je pense par exemple à l'égalité des salaires, à l'égalité des droits, au droit à la propriété. Ce genre de choses. Alors j'aimerais savoir si vous avez une idée de où on en est aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, pour ce qui est de l'égalité des salaires. Parce que par exemple en France, laissez-moi vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Lani, vous voulez commencer? For me? Oh, yeah. Sure. Yeah, we're not in a very good place to have the differential in salary is also depends a lot on race. You know, white women make more money for doing the same job than as a white man than black women, Latino women, Asian American women, Native women, but it's still about, I don't know, 78% to 78 cents to the dollar for what a man makes. So to me, it doesn't seem we've come too far, but I would be interested to hear what the other panelists have to say. I'm just gonna translate. D'après ce que je constate, on n'est pas sorti de l'auberge aux États-Unis à ce sujet. Il y a une vraie différence dans les salaires. Et cela ne dépend pas seulement du sexe, ça dépend également de la race ou du groupe ethnique. Les femmes blanches gagnent moins que les hommes blancs, donc environ 78 centimes pour chaque dollar. Mais les femmes de couleur, asiatiques, latinos, noires, natives, etc., gagnent encore moins que les femmes blanches. Donc il y a un combat à mener à deux niveaux et c'est ce que je constate personnellement. Yes, I agree with everything that was just said. Yes, it's an endless struggle. Of course, what happens after, the reason I raised the period of my own young years as a feminist was because we look upon those years as visionary. They were the visionary years.
After that falls away, then is the long, hard slog of decades of struggling for every single part of our lives, right? Certainly equal pay for equal work in every kind of dimension is still being fought. Everything is still being fought. That's why the Me Too movement is so indicative. The rage, the meaning of the Me Too movement is the incredible rage that these young women have shown, women of every age, but certainly of all the young women who are still living with the kind of sexism that for many of us is a shock at how little has changed. So on every score, people are constantly whittling away at inequality, which is hardly achieved. Donc oui, en effet, tout ce qui a été dit est très juste. Et donc effectivement, j'aimerais juste revenir sur ce que j'ai dit sur ces combats. Moi, effectivement, dans mes jeunes années, j'avais une vision, on aurait pu dire que j'étais une visionnaire. On a une sorte d'idéal, d'horizon. Et puis, en fait, le combat continue, et même des micro-combats, et même des petits combats. Et c'est tout le temps à remettre sur les questions. Et donc, effectivement, l'égalité des salaires. Mais en fait, tout continue à être un combat plus ou moins grand, mais par exemple le mouvement MeToo, donc contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles et les viols, a été l'expression d'une rage très forte, surtout chez les jeunes femmes, contre un sexisme qui existe de façon inchangée. Et donc c'est même un choc en fait pour moi de réaliser comme les choses ne changent pas et que ça reste tout le temps un combat constant. Jenny, would you like to add something? I've discussed this with some men who have said, it's not that men automatically get paid more, it's that they'll negotiate salary and women don't. And I don't think that's correct, but I do know that almost every woman I have talked to, it's very hard, it feels very foreign to negotiate, to say, I am worth more and you're going to give me more. And it makes me think of my childhood in school and how differently the boys and girls were treated. You know, the boys were kind of allowed to wreak havoc. The boys were allowed to play fight. The boys were allowed to argue. And the girls were supposed to cooperate with each other and come to consensus. And a main message I got, probably mostly from the media as a child, was you need to be pleasing. You need to please people. And I think we carry that. And I don't know how much has changed in terms of that message that little girls get. But, you know, sticking to your ground and saying, this is not enough, saying no, I think is kind of, how do I say it? We're taught the opposite. And I have negotiated salaries, but it will never feel comfortable. It feels empowering after, but in the moment, it's terrifying, and I'm just waiting to be completely rejected and pushed away. I think girls and women are just taught that a flat-out no is unacceptable, and men and boys are taught that it's assertive. J'ai discuté avec des hommes sur ces histoires d'inégalité de salaire, et ce qu'on m'a souvent répondu, c'est que ce ne sont pas que les hommes sont mieux payés que les femmes, mais c'est qu'eux, ils négocient les salaires alors que les femmes, non. Alors je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, mais ce qui est certain, c'est que j'ai toujours trouvé que c'était très difficile pour les femmes de négocier, de dire je vaux plus, donc donne-moi plus, je mérite plus. Et j'en veux pour preuve ce que moi j'ai vécu quand j'étais à l'école, la façon différente dont les filles et les garçons étaient traités ou ce qu'on attendait d'eux.
les garçons étaient autorisés à se battre, à ne pas être d'accord, à se révolter, alors qu'on attendait des filles qu'elles coopèrent, qu'elles arrivent à un consensus. Et c'est aussi le message qui est envoyé par les médias, c'est que quand on est une fille, il faut faire plaisir, il faut se conformer à ce qu'on attend. Et en tant que femme, on porte ça. Et je me demande si ça a changé, mais en fait, je ne me le demande pas vraiment, je pense que non. Et si on tient bon, si on résiste en disant non, là je ne reçois pas assez, qu'on ose répondre non, eh bien ça reste toujours très compliqué. Moi, j'ai négocié plusieurs fois des salaires dans ma vie, et même si après, ça me faisait ressentir une certaine fierté, une certaine confiance en moi, sur le coup, c'était toujours terrifiant et je ressentais toujours une peur d'être rejetée et qu'on me dise non. Et ce qui reste totalement aberrant, c'est que pour des femmes, dire clairement non, c'est inacceptable pour la société. Alors que pour un homme, pour un garçon, le fait de dire non, c'est vu comme une preuve de force de caractère. Oui, et justement, puisque vous nous parlez de votre vie professionnelle, toutes les trois, vous avez exercé d'autres métiers que celui d'écrivain. Jenny, vous êtes infirmière psychiatrique, en plus d'être écrivaine. Vous, Lenny, vous êtes professeure. Vivian, vous avez été professeure, vous avez été journaliste, essayiste, etc. Je voulais vous demander, non plus là par rapport à l'égalité des salaires, mais par rapport au sexisme ordinaire. Est-ce que vous l'avez vécu dans votre vie professionnelle? Parce que je pourrais par exemple dire quelques mots sur la profession d'interprète. Il arrive que des radios, des télévisions, des maisons, des éditeurs, enfin des gens des maisons d'édition me téléphonent pour me demander si j'ai un ou une interprète à recommander. Et si je recommande une jeune femme, par exemple, il arrive fréquemment qu'on me dise « Ah bah oui, mais notre auteur, c'est un homme, ça va pas, on préférerait un garçon. » C'est curieux, quand l'auteur est une femme, la question ne se pose jamais. Donc, dans vos métiers, est-ce que vous avez vécu le sexisme ordinaire? Lani? Oh, yes, yes. I teach at a university, and I have felt very strongly something that Jenny was pointing out about being pleasing. There's a sort of saying in academia, show me a woman who wins a teaching award and I'll show you a woman who didn't get tenure. Because there's the sense of, as teachers, as sort of nurturers, mentors, caretakers of our students, that's where we have to give everything. And to say no, to say, you know what, I need more time for my research or my writing, or how about that guy who's not good at running the meeting does it anyway, instead of me doing it because you're the one who's good at it, right? That happens constantly. I have a male colleague, who refuses to email students back. So what happens, because he chooses not to do his job, they email me. And they say, Lainey, would you please do this, 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 and this? And that is so gendered. Alors oui, absolument. Donc, j'enseigne dans une université et je ressens très fortement ce qu'a dit Jenny tout à l'heure au sujet des femmes qui doivent être conciliantes et qui doivent faire plaisir. Et dans le milieu académique, on dit si vous me montrez une femme qui a eu un prix pour sa recherche, je vous montrerai une femme qui n'a pas eu son poste de professeur titulaire. En effet, il y a une tradition, une habitude bien établie où lorsqu'une femme s'impose et dit « non, je ne veux pas m'occuper de cet aspect-là, j'ai besoin de prendre plus de temps pour moi, pour ma propre recherche, pour ma propre carrière », c'est inacceptable. On considère que les femmes doivent s'occuper de tout et prendre soin des autres. Mais pourquoi est-ce que les hommes ne le font pas ça? Par exemple, gérer les rendez-vous ou être au contact des étudiants. Moi, je connais un monsieur qui refuse de répondre aux emails de ses étudiants et il ne le fait tout simplement pas. Il a décidé de ne pas faire son travail et donc c'est sur moi que ça retombe et c'est vers moi qu'on se retourne pour dire « Lénie, est-ce que tu peux faire ceci, est-ce que tu peux faire cela ?» juste parce que monsieur a décidé de ne pas faire ce qu'il devait faire. Et vous arrivez à dire non? Maintenant, plus en plus.
Oui, j'avais remarqué, et c'est drôle parce qu'on remarque les choses quand c'est pas dans sa propre langue, mais quand c'est dans une langue étrangère, on le remarque bien plus. J'avais remarqué en parlant anglais avec des amis que quand on dit ambitious en anglais, en parlant d'un homme, c'est toujours une qualité, et quand on dit ambitious en parlant d'une femme, c'est toujours un défaut. C'est un peu vrai en français aussi, hein. L'ambition, c'est pas bien porté par les femmes. Jenny, alors dans le milieu hospitalier, So I work outpatient. I always have. I'm a psychiatric nurse practitioner, which means I'm independently assessing and treating children. And I find this amusing more than frustrating. But I will assess a child and make a recommendation, and somebody will say, no, that's not right, we're not doing that. And I say, okay, get a second opinion, maybe it's not right. And they'll go see a male provider who suggests exactly the same thing, and it's, oh, thank you, we'll do that. I think I think when you look at the issue of women and healthcare, women are treated much differently than men, especially when somebody has a disease that's hard to diagnose, or somebody has a disease involving pain, or somebody has a chronic disease that is not easily treated. Women who advocate for themselves are being annoying, bitchy. They just don't understand. Men who advocate for themselves are being men. I have seen so many women who were told so many times that they were just stressed. Or, take an antidepressant. And yes, mental health problems can cause physical conditions, but you have to rule out the other problems first. I went through this myself. I spent my childhood and adulthood getting sick constantly, and I was always told, you're too stressed, you're too anxious, you have a mental health condition, you're making this up. And finally, at age 38, I got somebody to listen to me and was diagnosed with a congenital immunodeficiency. It doesn't change anything, it's not treatable, but finally I'm validated. Something was wrong. I do have hope for that changing as more and more women become medical providers and more men become nursing providers. So I do feel confident, but the old, you're so hysterical trope is persisting. I have a relative who was in a car accident and suffered years and years of severe pain. She was told to have an affair by her doctor. Turns out she had glass in her back, so I don't think the affair would have been very helpful. Alors moi, je travaille avec des patients, des enfants que je prends en charge de manière indépendante. J'ai toujours trouvé ça plutôt amusant que frustrant, même si la situation est quelque chose de scandaleux au fond. Alors je fais des bilans, je fais des recommandations autour d'un patient, et on me dit que non, on va plutôt prendre je recommande quand on me dit non, de prendre un deuxième avis, de voir. Alors que quand c'est un homme qui fait les mêmes recommandations, on dit tout de suite « Oh merci, vraiment, on va faire ça, c'est très bien ». Et le problème que rencontrent les femmes dans le domaine des soins et de la santé, c'est qu'elles sont traitées de manière très très différente, surtout quand elles doivent faire face à une maladie difficile à diagnostiquer, ou une maladie qui implique des douleurs, ou une maladie chronique. Nous, les femmes qui défendons ces malades et qui défendons leur cause et qui essayons d'arranger leur situation, on est souvent vues comme
comme tatillonne, désagréable, difficile à gérer. Et puis quand il y a des femmes malades, j'ai tellement vu de patientes à qui on a dit « vous êtes stressée, prenez un antidépresseur, ça va aller mieux ». Oui, on peut avoir des problèmes physiques liés à un problème mental, mais il y a une autre dimension à prendre en compte. Et moi, par exemple, j'ai été malade toute mon enfance. J'ai passé mon temps à tomber malade sans arrêt. Et on m'a toujours répondu « tu es trop stressée, tu as des problèmes mentaux ». Et à 38 ans, enfin, on a posé un diagnostic de déficience génétique, d'un trouble génétique. Donc je me suis sentie, ça n'a rien changé sur le plan de ma vie quotidienne, ça ne se soigne pas, mais j'ai été en quelque sorte validée dans un état qui était enfin reconnu. Et mon espoir bientôt, ce serait que les femmes soient plus prescriptrices et que les hommes soient plus dans le soin quotidien. Donc je garde cet espoir, mais pour moi, cette question de l'hystérie féminine, de cette tendance à considérer que les femmes sont hystériques, pour moi, ça persiste, et c'est un préjugé qui persiste, qui a la vie longue. Et je pense à l'exemple d'un membre de ma famille qui a eu un accident et qui, à la suite de cet accident, a ressenti d'énormes douleurs. Et on lui a recommandé d'avoir une relation extra-conjugale, que ça ferait passer cette douleur. Et ce qui aurait été en fait un très très mauvais conseil, puisque ces douleurs étaient essentiellement des douleurs de dos, donc ça n'aurait pas forcément favorisé cette thérapie. Et vous, Viviane, dans le milieu du journalisme et dans le milieu de la critique littéraire, comment considère-t-on les points de vue des femmes journalistes et des femmes critiques littéraires? Est-ce qu'on les prend autant au sérieux? Are they taken seriously? Well, it's very various. I think in writing, you had the best chance at kind of an anonymity and the best chance at doing work that you wanted to. I myself counted myself lucky to have started my professional life as a writer at the Village Voice, which was a great counterculture newspaper, which I came to in the 1970s. And it was a period, it was a counterculture newspaper which took on a writer. If they took on a writer, they let you do whatever you wanted. So it was my apprenticeship, and I did not experience sexism there. We were all sort of boys and girls together in a time that was, but in fact, it was in the pages of the Village Voice that I became a radical feminist, a polemical feminist. If they took you on, they took on your causes, and I was very lucky in that way. I did start thinking I'd be an academic, and my first experiences in the academy were certainly sexist. I never forget teaching at a university that informed me in no uncertain terms that no woman in the English department ever got tenure. And it was told to me in the most ordinary offhand way, as if, well, we all understand that these are the basic rules here, that you can be hired here and you can have something of a life here as a teacher, but you'll never achieve, you'll never come to the ultimate place. And I remember as a young woman saying, of course, I understand that. And I heard this from every woman my age for a very long time. But in my own experience, because I began in this odd way in the counterculture period, I did not experience hardline sexism. Yeah. Donc, effectivement, j'ai eu des expériences comme ça, mais j'ai sans doute eu la chance de commencer ma carrière en écrivant. Et sans doute, l'écriture permet une certaine anonymité et qui m'a permis d'avoir la chance de travailler comme je l'entendais. Et surtout, c'est que j'ai commencé ma carrière au Village Voice, donc, qui était une publication de contre-culture. Donc j'ai commencé là dans les années 70 et en fait, à l'époque,
quand on nous recrutait en tant qu'écrivain au Village Voice, eh bien, on nous prenait comme on était. Et là-bas, j'ai vraiment pas eu d'expérience de sexisme. C'était un petit peu garçons et filles ensemble, dans l'esprit du temps. Et en plus, c'est au Village Voice que j'ai eu la possibilité de commencer à affirmer des opinions de féministes radicales, parce que, en fait, quand on était accepté ou embauché comme écrivain, eh ben, on embauchait aussi nos opinions. Par contre, c'est vrai que dans le milieu universitaire, ça a été très différent, et c'est vraiment là que j'ai eu ma première expérience de sexisme flagrant. Donc j'ai commencé à travailler dans une université, et on m'a dit que dans le département d'anglais de cette université, de toute façon, les femmes n'accédaient jamais à un poste de professeur permanent. Et on m'a vraiment dit ça sur le ton de l'évidence la plus ordinaire, et que jamais, enfin que voilà, les femmes pouvaient être embauchées, que les femmes pouvaient avoir une vie professionnelle dans cette université, mais qu'elles n'atteindraient jamais ce poste ultime. Et moi, je répondais, ah oui, bien sûr, je comprends. Et vraiment, pendant longtemps, ça a été comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, avec cette contre-culture, de moins vivre sans doute le sexisme. Si vous permettez une petite remarque sur la France et sur le monde enseignant en France, monde que j'ai longuement pratiqué personnellement, on sait qu'en France, 80% des enseignants sont des enseignantes. L'expérience que j'ai eue, moi, c'est que ça n'est pas vrai partout. C'est vrai, les maîtresses de maternelle, c'est presque toutes des femmes. Les enseignants du primaire sont aussi presque toutes des femmes. Les enseignants du secondaire, collège, il y a des hommes en très très forte minorité. Au lycée, il y a des hommes en forte minorité. Quand vous arrivez en classe préparatoire, c'est bizarre, les choses changent. Tout d'un coup, il y a une majorité d'hommes. Si on va dans les classes préparatoires première année, chez les littéraires, on se dit qu'il va y avoir une majorité de femmes. Traditionnellement, les hommes, ça fait des études scientifiques, les femmes, ça fait des études littéraires. Eh bien, détrompez-vous, littéraire comme scientifique, à partir du moment où on est en classe préparatoire, où les postes deviennent des postes précisément un tout petit peu prestigieux, eh bien, tout d'un coup, il y a très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Alors, chez nous, les professeurs sont fonctionnaires, ils sont tous payés également en fonction de leur diplôme, ça c'est vrai. Mais il n'empêche que cette hiérarchie-là existe de manière extrêmement frappante. Voilà, donc ça c'était la parenthèse française. Oui, merci. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on en vienne. On a mentionné le mouvement U2, l'année 2017-2018, année du scandale Weinstein et de la prise de parole des femmes. J'aimerais bien faire un petit tour de table autour de donc ce que vous pensez des perspectives qu'ouvre ce mouvement. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce qu'il y a vraiment un changement et un vrai désir de prise de parole? Est-ce que cette rage dont parlait Viviane va continuer à s'exprimer? Bref, dites-nous ce que vous pensez de ce qui est en train d'arriver en Amérique aujourd'hui. À ce propos. I think that a door has been opened into the, I guess I'll call it the mainstream, the sort of parts of culture. Because one thing about Me Too is this conversation has been happening for decades and decades and decades. The questions are not new, and it frustrates me when people say women are finally raising their voices. Because women have been raising their voices, but what's different about right now is People magazine is writing about it, or just, you're in the grocery store and the cashier is talking about Harvey Weinstein, right? So I think that kind of normalization, for lack of a better word,
of the conversation, that's not going to go away. What I'm curious about, though, I mean, we've seen in the news just this week these kind of a lot of big space in big magazines given to men talking about their quote-unquote victimhood at the hands of Me Too, and I've been really enjoying reading the responses to those things. Oui, et je pense qu'une porte a définitivement été ouverte à cause de cette discussion MeToo et que maintenant c'est rentré dans le mainstream pour me permettre un anglicisme. Et une des particularités de ce mouvement MeToo, c'est que les gens disent ah, enfin, les femmes s'expriment, les femmes parlent de ce qui leur arrive. Et moi, je trouve ça très, très frustrant parce que ça fait des décennies qu'on s'exprime. C'est simplement qu'aujourd'hui, on lit ça dans les magazines sur les célébrités. On peut avoir le caissier au supermarché qui nous parle de Harvey Weinstein. Maintenant, les gens parlent de ça. C'est devenu commun. Il y a une banalisation de la conversation. Et je pense que ça va durer. Et moi, j'ai lu pas mal de chroniques d'opinion dans les magazines où les hommes expriment leur position de victime eux-mêmes par rapport à ce mouvement. Et je trouve ça à la fois drôle et exaspérant. So the first time I heard of Me Too, it was a Facebook post. And it said, please share if you are a woman who has ever been sexually assaulted or sexually harassed. And I shared it and I thought, are there any women who've never been sexually harassed? What magical land do they live in that this would never happen to them? I noticed that a lot of my male friends were shocked and appalled at the universality of it, but it wasn't a surprise to me at all. And when the revelations about Harvey Weinstein and his ilk began emerging, I was horrified, but I wasn't shocked. You know, I think Lenny's right. Women have been saying this for a very, very long time. It's just that now people are paying attention and saying, okay, maybe it is wrong for a powerful man to sexually exploit people who depend on him for their careers. And it's kind of sad it took us this long to get there, but I don't think you can stuff everything back in the closet. It's out there. Men and people of other genders are speaking up as well. And I just love that for some of these men, you can't bury the crimes you've committed in your past the way you've been able to for all these years. What'd you say? Let's hope. Go ahead. La première fois que j'ai entendu parler du mouvement MeToo, c'était par un post Facebook où on disait « Partage si toi aussi tu as été victime de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle ». J'ai partagé et j'ai été absolument sidérée de voir qu'il n'y avait pratiquement aucune femme de mon entourage qui n'avait jamais subi ce genre d'agression. Alors beaucoup de mes amis hommes ont été surpris, choqués par cette situation, mais moi personnellement, j'ai pas du tout été surprise. Et quand l'affaire Weinstein a commencé à être connue, diffusée, j'ai été horrifiée par cette situation, mais vraiment pas surprise et pas sidérée. Et ce que disait Lenny est tout à fait vrai. Les femmes s'expriment à ce sujet depuis très longtemps. La différence aujourd'hui, c'est qu'elles sont écoutées et qu'on se dit « Ah oui, ok, peut-être que c'est pas tout à fait normal pour un homme en situation de pouvoir d'utiliser ce pouvoir à l'égard de femmes qui dépendent de lui pour leur avenir professionnel. » Donc cette situation, là on peut dire qu'avec ce qui émerge maintenant, cet état de fait ne disparaîtra pas, on ne pourra pas l'ensevelir, d'autant plus que d'autres groupes commencent à s'exprimer et qu'on ne pourra plus... le message que moi je voudrais qu'il soit entendu par ces hommes qui abusent de ce pouvoir, c'est qu'ils ne seront plus libres désormais d'enterrer leur passé et d'enterrer le mal qu'ils ont fait. Sorry, I just
wanted to mention that one of the candidates for our Supreme Court, which is Exactly, Kavanaugh. a lifelong post, has been accused of sexually assaulting somebody when he was 17. And so many people, including our president, who has bragged about sexually assaulting women and got elected anyway, are saying, oh, but he was so young. It was so long ago. Let's just let it go. So, maybe I shouldn't be so hopeful. Je tenais à mentionner le fait qu'un des candidats aujourd'hui à la Cour suprême est accusé d'être l'auteur d'agressions sexuelles quand il avait 17 ans. Et beaucoup de gens, y compris notre président actuel, qui lui-même ne fait aucun secret de ses propres avances et excès sexuels à l'égard de femmes, ont tendance à dire oh, il était tellement jeune, c'était il y a tellement longtemps, allez, laissons les choses reposer, c'est pas si grave. Donc je me demande si finalement j'ai raison d'avoir de l'espoir pour l'avenir. Vivian, so would you like to conclude? Yeah, I guess so. Well, I agree, of course, with everything that my colleagues here have said and their interpreters. Right, as Jenny says, you can't put the genie back in the bottle. We put women's rights on the world stage 40 years ago, and it has just gone apace. And the Me Too movement, in a way, is like a blip in that. Everything, a lot of yelling and screaming 40 years ago, and then a lot of quietude, and then another big uproar right now. What's really interesting is that it's capitalism that has shown us where we are, because 25 years ago, these guys would have just been given a rap on the knuckle, right, and said, bad boy, don't do that again, and nothing would have happened. Now you've seen men, one after another, fall from grace in a real way. And it was inevitable that very quickly they'd start bitching in public about what's happening to us. But the fact is, it's just an endless struggle. It's like we're trying to overturn the emotional habits of thousands of years. And what we see is how very slowly it goes forward. But the fact of the matter is, it's on the stage, it's not going away, and whether there's quietude or, I mean, after all, even though we've been complaining all afternoon, we have made huge strides. Huge. I mean, we wouldn't be here if it wasn't for everything that's happened over all these years. So, onward, Christian soldiers. And non-Christian soldiers. Oui, donc effectivement, bien sûr, je suis complètement d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit, et on ne va plus pouvoir faire rentrer le génie dans la lampe. Et de toute façon, en fait, ça s'inscrit dans un long mouvement pour les droits des femmes. Et on a l'impression que MeToo, c'est peut-être une sorte de petit blip sur l'écran, c'est-à-dire qu'il y a eu une grande colère il y a 40 ans, et puis ensuite peut-être un peu plus de calme, et puis de nouveau, hop, un grand soulèvement. Et en fait, c'est quand même très lié au capitalisme et à l'avènement d'un capitalisme triomphant, c'est-à-dire que il y a 25 ans, un homme puissant faisait ce genre de choses, et hop, on lui donnait un petit coup un peu sur la main en lui disant « Ah, mauvais garçon ». Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même des hommes puissants qui tombent de leur piédestal. Et c'est quelque chose qui me paraît comme inévitable. Mais d'un autre côté, ça donne quand même vraiment l'impression que, encore une fois, le combat est sans fin, et qu'on est face à des habitudes émotionnelles et des habitudes genrées qui remontent à des milliers et des milliers d'années. Et donc, je ne pense pas qu'on va pouvoir revenir en arrière, je ne pense pas qu'on va pouvoir revenir à une sorte de nouveau, de silence où rien ne se dit. Et c'est vrai qu'on a quand même fait d'immenses progrès. Enfin, on est ici cet après-midi, tout ensemble sur cette scène. C'est incroyable. Mais le combat continue. Je crois que c'est une bonne remarque sur laquelle conclure. Permettez-moi d'abord remercier nos trois auteurs, donc Jenny Melamed, Leni Zoumas et Vivian Gornick. Merci. Merci à vous.
Et vous comprendrez que je prendrai le temps aussi de remercier les interprètes, ce que l'on fait trop peu. Marie, Myriam, Garance. Les livres de nos auteurs, Jenny Melamed et Nous ne vieillirons jamais, traduits par Marie de Prémonville, ici présente. Viviane Gornick, La femme à part, traduit par Laetitia Deveau. Et Lénie Zoumas, Les heures rouges, traduit par Anne Rabinovitch. Et puis, pour mémoire, La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Voilà, merci à vous. Yeah, absolutely.